Moi, il y a des fois dans l'histoire du colonialisme au Québec, il y a des affaires qui m'enragent, qui me mettent noir, Puis moi, des fois, le monde de McGill, je le prends pas. Moi, quand je vois un gars avec un coat de McGill rouge, j'ai le goût de juste crisser mon pied dans le cul. Le seul goût que j'ai. Parce que ce que j'ai lu sur comment ça s'est passé, moi, je trouve ça effrayant. Puis moi, me faire voler, puis faire rire de moi, puis me faire cracher dessus, moi, je suis plus capable, je deviens pas fin, mais il me semble que je suis pas anormal. Moi, je suis pas un enragé. Moi, je suis juste quelqu'un de bien ordinaire. J'ai appris que pour comprendre les choses, il faut que tu ailles voir dans le temps, donc que tu fasses de l'histoire, puis que tu fasses aussi de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est-à-dire que tu compares ta société à d'autres sociétés. La seule façon de comprendre, c'est l'axe du temps et l'axe de l'espace. Puis, c'est l'année passée, je pense que j'étais allé marcher en Écosse, et puis on est arrêté à Oxford. Je marchais sur la rue à Oxford, là, je me suis retrouvé, il y avait une statue de Sir Cecil Rhodes, le gars qui a fondé la Rhodésie. Il y a sa statue en plein milieu de la place, puis je me disais, mais je connais ça, moi, c'est Rhodes. Quand j'allais à l'université, il y avait les bourses Rhodes. Tu pouvais être un étudiant, gagner une bourse en vrai étudiant en Angleterre. Mais là, je pense que je venais de lire un livre sur la colonisation de l'Afrique. Puis tu t'aperçois que Cecil Rhodes, c'est une espèce de bâtard, une espèce de chien sale, de baveux, de colonialiste britannique. Ils ont exploité le monde en Afrique comme des ordures. Puis c'est avec l'argent volé aux Africains, avec la sueur des Africains, avec leur sang, qu'ils ont construit leur calice d'université en Angleterre. Mais ici, c'est pareil. C'est pareil. James McGill, il arrive ici tout de suite après la conquête. Puis c'est un trafiquant de fourrure. Il est dans le Beaver Club. C'est un gars proche du temps des bouffons. Et c'est un gars qui fait fortune dans la fourrure. C'était l'homme, à l'époque, c'était l'homme le plus riche de Montréal. En 1776, il se marie avec Charlotte Trottier des Rivières, née Guillemin. Ça veut dire que, ça c'est un autre exemple de comment ça s'est passé, c'est que la bourgeoisie commerciale britannique qui mariait comme des riches français de l'époque. Les bourgeoisies, ils n'ont pas de problème, hein. Ils s'entendent très bien rapidement. En tout cas, ce bonhomme-là, qui fait fortune dans la fourrure, ses amis, ce sont des gens comme Todd, Benjamin et Frobisher, les plus importants actionnaires de la Northwest, comme la compagnie du Nord-Ouest. Puis il commence à faire de la spéculation foncière dans les années 1800. Ces gens-là qui étaient dans la business de l'époque, c'est le fun, ils étaient dans tout. Ils siégeaient comme au conseil législatif, comme députés, puis ils siégeaient au conseil exécutif. Puis tous ces gens-là se sont séparés entre eux le domaine public. Toutes les terres qui restaient, qui n'appartenaient pas aux seigneuries, c'est-à-dire où les familles québécoises pouvaient s'établir, ils ont toutes été donnés, ils se les ont donnés entre eux. Un gars comme McGill, il a obtenu, entre autres choses, 32 400 acres de terre dans Stanbridge, plus 10 000 acres de terre dans Hunterstown, je ne sais pas. Stanbridge, c'est à peu près où ce que c'est, quand on laisse Hunterstown, je ne sais pas où est-ce que c'est. Mais ces gens-là se donnaient à eux des milliers d'acres de terre au moment où les Québécois étaient obligés de quitter et s'installer, aller travailler dans les usines du Vermont, parce qu'on n'avait pas de terre. Juste en passant, il y a une petite liste ici de comment les gens qui siégeaient au gouvernement se donnaient des terres. Tu sais,
Simon McTavish, lui a reçu 11 550 acres. William McGillivray, 11 500 acres. La famille Ellis, 25 592 acres. Plus un autre, 3 819. Lord Drummond a donné à John Richardson 29 800 acres dans Grantham et 11 500 à l'honorable Thomas Dunn à Stukely. Frobisher, un autre chum à McGill, il a eu juste un 57 000 acres. Et ainsi de suite. Tu as des 38 000 acres, 35 000 acres, 10 000 acres, 24 000 acres. Tout ça donné entre eux. Ils se donnaient des postes de politiciens, des postes de juges, ils se donnaient des terres. Alors c'est là-dessus. Puis McGill, quand il est vers la fin de sa vie, il a donné sa maison de Montréal et son terrain de Montréal pour faire l'université McGill. Donc ça, McGill, ça naît directement du vol de notre travail. Moi, je ne le prends pas. McGill, ça obtient sa charte en 1829, et puis les cours commencent en 1821, puis les cours commencent en 1829. L'autre, maintenant, Peter McGill. Peter McGill est encore plus beau parce que lui, il est plus sale encore que James. Alors, Peter McGill, son vrai nom, c'est Peter McCutcheon. Lui, il est né en Écosse en 1789, il arrive à Montréal en 1809. Un de ses oncles, c'est John McGill, le frère de James. Puis c'est pour ça, John McGill, il trouve des jobs, puis vers la fin de sa vie, il refile sa fortune, puis c'est pour ça que Peter McCutcheon devient Peter McGill. Il hérite de son oncle en 1834. On est proche des patriotes, on est dans une période bien spéciale. Alors, ce Peter McGill, il arrive ici, puis il est aidé par John McGill dans les grandes sociétés commerciales de l'époque. Il travaille entre autres avec les frères Price de Québec. Ils s'intéressent, eux autres, ils ne sont déjà plus dans la fourrure, ils sont dans la phase suivante de l'exploitation, c'est-à-dire le bois. Okay? Et puis ces gens-là siègent, entre autres choses, au conseil d'administration de la Bank of Montreal. Là aussi, il faut comprendre, la Bank of Montreal, ça aussi, c'est une autre grande institution fondée avec le sang et la sueur de nos ancêtres. Ça vient c'est tirer des profits de la fourrure et du bois. Et à la Bank of Montreal, les autres, c'est Moffat, John Molson, Horatio Gates. Puis là aussi, ces gens-là, lui, comme Peter McGill, les autres aussi, ils siègent dans tous les conseils politiques. Ils sont au conseil législatif, au conseil exécutif. Avant 1840, c'est-à-dire avant l'acte de l'Union, puis après. Ils sont, entre autres choses, lui, il siège au conseil législatif en 1832. C'est encore plus fin. Donc, il siège au gouvernement, c'est le gouvernement qui donne, à ce moment-là, qui a vendu à une patente à gosse qui s'appelle la British American Land Company. British American Land Company, une compagnie anglaise, qui reçoit 1 million d'acres de terre. 1 million d'acres de terre, donnés par le gouvernement, contrôlé par McGill, tout ça. Puis McGill, il est sur le conseil d'administration de British American. Il y a quelques années, il y a une couple d'années, j'étais allé au Brésil avec des gens de développement épais. On est allé rencontrer des travailleurs agricoles qui se battent pour récupérer des terres au Brésil. Du monde fantastique. Des pauvres, mais qui se battent, puis qui veulent, puis des paysans sans terre qui se battent pour avoir des terres. Des fois, en chantant qu'eux autres, moi, j'ai 200 mots en espagnol, puis eux autres, ils parlent portugais. Mais quand moi, je veux me faire comprendre, je parle pas avec des Esquimaux, j'y arrive. Fait que là, des fois, en les interrogeant, eux autres, ils m'ont fait
je savais déjà ça, mais ils m'ont parlé du problème des latifundia. Les quoi? Latifundia. Parce que c'est le problème de l'Amérique latine. C'est les grands propriétaires terriens qui possèdent des milliers d'acres de terre, puis les paysans, d'autres, qui n'ont rien. Alors le gars, il me racontait ça. Moi, des fois, je suis de mauvaise foi. Moi, je disais, hey, toi, le tabarnak, viens pas pleurer sur mon épaule avec tes problèmes de possession des terres. Chez nous, 1 million d'acres de terre. Va chier tes petits problèmes. Non, mais, tu sais, rarement, on se dit, ouais, le Québec, c'est des pays développés, riches, alors que le Brésil, c'est des pauvres, des crottés, des tout nus. Ici, tu sais, les systèmes d'exploitation du monde, c'est les mêmes partout, hein? Eux autres fourrés des nègres, des blancs, des jaunes, des verts. Ils n'en ont rien à foutre. C'est fait pour exploiter. Tu sais, quand des insignifiants comme Jacques Godbout disent ils sont fins, ils nous ont laissé notre langue, ils nous ont laissé notre religion, la loi, le code civil français. Mais ils n'en ont rien à crisser. C'est bien tout ce qu'ils nous ont laissé d'ailleurs. Tout le reste, ils l'ont tout volé. Puis ils ont fait ça pareil aux Indes, sans Christ que tu parles le français, le sanskrit, le swahili. Ils n'ont rien à foutre d'abord qu'ils te volent et en mettent plein le poche. Alors, ici, ils nous ont des Rouennais qui nous ont volé 1 million d'acres de terre. Ah, ça. Puis cette ordure-là qui siège au Conseil législatif de janvier 32 à mars 38. Ça veut dire que pendant que, en avril 38, quand le gouvernement est suspendu, il y a les pouvoirs, tu sais, le Conseil a des pouvoirs dictatoriaux. Tu sais, quand Durham vient, lui, il est au Conseil spécial. Ces gens-là sont là. Et puis, ce trou du cul a été aussi président de l'Association constitutionnelle. Ça veut dire que c'était eux qui faisaient de la politique pour qu'il y ait l'acte d'union depuis bien longtemps. Okay? Donc, c'était des unionistes bien avant. Une dernière petite chose, il était aussi lié à la St. Andrews Society. La St. Andrews Society, c'est probablement une société d'Écossais, mais qui a servi de base au recrutement des volontaires du Doric Club. Et donc, tous ces gens-là, McGill, Molson, toute cette rapace-là, ils ont tiré sur nos ancêtres. Ils ont fait partie des volontaires qui ont brûlé Saint-Eustache, puis Saint-Benoît, puis tout ça. Donc, c'est ça l'université McGill, ça vient de là. Avec, tu sais, quand René dit qu'aujourd'hui, c'est juste la colonisation qui se poursuit, je me dis, mais c'est lui qui a raison, il ne nous raconte pas de peur. Puis, tu sais, j'avais lu en quelque part, là, c'est sorti récemment dans le Journal de Montréal, mais tous les Américains qui viennent étudier à McGill, parce qu'au lieu de leur coûter 50 000 $ chez eux, ils viennent ici, ça leur en coûte, je ne sais pas combien, 10 000 ou 8 000. Mais tu sais, c'est avec notre argent, on engaise ces cochons-là. C'est effrayant. Mais en même temps, c'est rien, c'est pas plus effrayant que tout le reste. Alors, c'était un peu ça. C'était juste, je voulais juste vous transmettre ma rage, mon écœurement de me faire voler. Et puis quand les gens disent toujours, moi à l'époque, j'aimais beaucoup le Gros Garon. Je crois que c'est un des politiciens québécois les plus intéressants, parce qu'il disait toujours, l'indépendance, c'est payant. Il y a une pièce à faire avec ça. C'est pas bête, ça. Tu sais, puis alors, on est toujours là, nous autres, on est dans la belle langue française, l'identité. C'est pas ça, on se fait voler. Ça s'appelle du colonialisme. Ça s'appelle du néocolonialisme. On nage là-dedans depuis toujours. Tu sais, quand j'entends les insignifiants me parler de déséquilibre fiscal, tu dis,
c'est pas du déséquilibre fiscal. C'est du monde, ils te volent l'argent dans tes poches, puis après ça, ils te tiennent à la gorge, puis ils te font marcher où ils veulent avec ton argent. Ça, c'est pas du déséquilibre fiscal, c'est du vol pur et simple. C'est de l'exploitation au maximum. Déséquilibre fiscal, là, chez nous. La seule façon de régler ça, c'est pas de jaser de déséquilibre fiscal, c'est de faire l'indépendance. Et tu leur en donnes plus d'argent, t'as pas de problème à jaser pour la récupérer. C'est exactement... tu sais, en Palestine, c'est les Palestiniens qui ont payé pour le mur. C'est les Palestiniens qui payent pour entretenir l'armée israélienne qui les occupe. Et les autres, ils contrôlent les taxes, puis ils mettent l'argent dans leur poche. Fait que c'est les Palestiniens se payent pour leur propre prison. Puis ici, c'est pareil, pareil, pareil. Puis ceux qui vont faire croire que c'est pas pareil, c'est des trucs. Bon, mais c'est ça. Moi, je vais juste essayer de vous transmettre ma rage et puis pour continuer. Si on est plus jeune, j'ai lu un livre qui s'appelait Les veines ouvertes de l'Amérique latine, d'Eduardo Galeano. Galeano, c'était un jeune journaliste qui avait 27 ans quand il a écrit ça. C'est l'histoire de l'exploitation de l'Amérique latine. C'est fantastique. Des fois, tu dis, mais au Québec, qui a écrit là-dessus l'histoire de notre exploitation? Tu sais, il y en a des bouts là-dedans, tu sais, t'en as des petits bouts sur les terres, mais tout le reste, l'histoire de la forêt, l'histoire des mines, l'histoire des chutes, l'histoire de... Tu sais, où ils sont les profs d'université? Ils reçoivent de l'argent des chaires de recherche au Canada. Donc on sait très bien qu'est-ce qu'ils ne cherchent pas, les câlisses. Qu'est-ce qu'ils cherchent? T'sais, alors, ça aussi sont engraissés avec nos taxes. Puis ils travaillent. T'sais, on aurait besoin de gens qui creusent, puis qui analysent, puis qui nous permettent de comprendre où c'est qu'ils sont, les estis de bâtards. Excusez-moi. Non, mais juste, je viens de... Enfin, la semaine dernière, j'ai acheté Notre milieu d'Esdras Mainville. Je n'ai pas encore lu, mais c'est une brique grosse comme ça, publiée à la fin de la guerre. Notre milieu. C'est Esdras Mainville, des HEC. Il a réuni une couple de profs. Il a dit, bon, on va étudier notre pays, voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, comment on pourrait solutionner les problèmes. Là, il y a notre milieu. L'année suivante, ils ont fait l'agriculture. Après ça, ils ont fait les forêts, les pêcheries. Tu sais, quand j'entends la gang de bâtards parler de la grande noirceur, nous... Avant nous autres, c'était pas tous des tatas. C'était pas des tatas. Des fois, je me dis, t'es moins nul que nous autres. Nous autres, on est nuls. Collectivement. On est nuls. Mais c'est ça pour vous dire, bon, vous avez lu les Galeano, tout ça, donc tu sais, ça serait fantastique si on pouvait faire la même chose pour ici. Mais moi, je ne suis pas historien, moi, câlisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous payés grosseux dans leur bureau. Mais l'histoire du Québec, ça n'intéresse plus personne. L'histoire de la Nouvelle-France, oui, de la Toronto. Ici, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire des femmes. Bout de Christ. L'histoire du mouvement anarchiste. L'histoire du mouvement anarchiste. Ça doit être facile, il devait être de 1,5. Ah bon, oui. En tout cas, mais moi, je suis dégoûté, je suis profondément dégoûté. Ça voulait vous faire partager mon pessimisme pour ne pas être tout seul. Mais tout ça pour vous dire que moi, je suis pessimiste, mais je me bats pareil. Même écœuré, je le prends pas. Moi, je suis plus capable d'entendre le mot francophone. Le prochain qui l'utilise, je le plante. Non, mais parce que
C'est ça, le mot francophone, je suis sûr que ça, tu vois, ça s'est imposé dans nos cerveaux, mais je suis sûr que ça vient du bureau de la linguistique de Radio-Canada. Tu sais qu'à un moment donné, quand moi j'étais jeune, ma mère, elle disait trop les Canadiens. Nous, on était les Canadiens, les autres, c'était des estis blocs. Bon, nous, on était les vrais, les Canadiens. Après ça, ils nous ont volé, ils se sont appelés Canadiens. Donc là, si eux autres sont Canadiens, moi je suis quoi? Donc on s'est appelé des Canadiens français. Puis là, dans les années 60, quand le mouvement indépendantiste a repris, là, ce qui est arrivé, c'est le mot québécois qui s'est imposé. Nous, on est des Québécois. Mais dans les années 70-80 à Radio-Canada, pour ne pas employer le mot québécois, cinéma québécois, chanson québécoise, ça sonne mal. Alors ils ont dit francophone, la chanson francophone, le cinéma francophone. Mais t'es francophone par rapport à l'anglophone. Mais donc, on doit être le seul, tu vois, il s'est dit, nous, les francophones, on doit bien être le seul peuple au monde qui s'appelle suivant une catégorie de sondage sociologique. Non, mais c'est un peuple de tarés, un peuple de crétins. Tu sais, partout sur la terre, tu sais, que tu demandes à un Haïtien, tu dis, t'es quoi, toi? Il dit, je suis Haïtien. Il dit pas, je suis créolophone, c'est. C'est tellement gros. Un Esquimau, tu dis, t'es quoi, toi? Il dit, je suis Inuit. Il dit pas, je suis esquimophone. D'où ça vient, ça? Pourquoi? Moi, je suis Québécois, point. Québécois tout seul. Puis les autres, le monde de partout, ceux qui veulent l'être, ils ont juste à le vouloir. Puis ceux qui veulent pas, qu'ils aillent chier. Mais moi, les francophones, je comprends pas ça. C'est pareil. L'autre, la Radio-Canada, ça, c'est des bâtards. Ça, c'est. L'autre jour, il parlait des Palestiniens. Il parle des Arabes israéliens. C'est des Palestiniens. Ils viennent de la Palestine. Ils sont chez eux, c'était des Palestiniens. Des Arabes israéliens. Ils sont sales, la Radio-Canada. Mais ça nous rentre. Je le barre avec ça, mais on a fini, c'est rentré dans nos cerveaux, ça, les francophones, les Québécois francophones. Je trouve ça tellement niaiseux. Mais tu vois, des fois, je pense qu'on a le monopole de l'insignifiance à la planète, c'est les Québécois. Ça, j'ai fait le graton, parce que mais je me suis aperçu, mais c'était pareil en Algérie à l'époque. Les Algériens, ils s'appelaient les Français musulmans. Français musulmans, ça. Alors nous autres, c'est pas pire, sous le régime anglais, on devait être des Français anglais. Mais non, c'est amélioré, aujourd'hui, on est des francophones. Il y a quelque chose de. La loi 101, il y a quelque chose de schizophrénique dans ça, où les Québécois, ils ont pensé que c'était réglé, alors qu'il n'y a rien de réglé. Puis au cours des années, il y en est parti de toutes sortes de morceaux. Puis là, le PQ non plus parle jamais de ça. Puis, mais, tu sais, ça prend pas, t'as pas besoin d'un doctorat en sciences politiques. Tu te promènes sur la rue, tu le vois, tu l'écoutes, ça se sent. Pas besoin de faire des études à n'en plus finir. Mais moi aussi, tu sais, c'est ça, pour la moindre job-in de lavage de vaisselle, de nettoyeur de fond de toilette, il faut que tu sois bilingue, tu sais. Alors, toute l'affaire sur le français, langue de travail, c'est toute de la bullshit. On s'est raconté des peurs pendant des années. Et l'autre, ben, tu vois, tantôt, quand tu demandais à qui ça profite, tout ça, tu sais, des fois, c'est drôle, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui fait comme des analyses de classe, ça n'existe plus, c'est comme si c'était plus là. T'sais. Alors que, là aussi, tantôt quand je dis où sont les chercheurs, on est dans quoi? Alors que dans les années 60, tu avais des gars comme Marcel Rioux, en sociologie, qui amenaient des idées comme la classe ethnique ou la... Bon, à un moment donné, quand tu regardes l'histoire du Québec, tu as toute la bourgeoisie
la bourgeoisie canadienne-française, qui est comme une fraction de la bourgeoisie canadienne, qui, elle a toujours profité de ce système-là, depuis le début, tu sais, puis ça aussi, tantôt, quand je disais que dans tous les pays du monde, ça marche pareil. Le conquérant, tu sais, il fait ses autochtones, il est peint, il les met en prison, il est tue, il les viole, puis en même temps, d'autre part, l'autre bord, c'est pas des caves, ils font de la politique, ils achètent du monde, ils s'engagent des rois nègres, ils prennent des Québécois, puis ils leur donnent des jobs, et puis ils nomment boss de ceci, puis boss de cela. Puis nous autres, comme les Québécois, on est des fois des nationalistes pieds. On vote avec nos pieds, ici. Non, mais c'est vrai, des fois, là, à l'époque, quand Pierre-Éliott Trudeau était là, il y avait des analystes politiques qui disaient « Ah, les Québécois, c'est des Normands, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, ils votent pour l'évêque à Québec, et pour Trudeau là-bas. » Non! Les Québécois, c'est des caves, ils sont nationaleux jusqu'au bout des doigts. Ils votent pour Trudeau parce que c'est un Québécois. Ils n'ont pas voté pour la petite blonde, ils votent pour le Québécois qui est faux à l'os. Mais ça, t'as toute une classe au Québec, la bourgeoisie qui a vécu elle, de sa job d'entremetteuse. Il était entre les conquérants et le peuple. Puis ils ont fait du cash. Toutes les maisons d'Outremont, de Westmount, ça a tout été construit avec ça. C'est la fraction de la... Puis même des gars, après ça, tantôt tu as parlé de René Lévesque, même des gens comme Parizeau. Moi, je suis un grand admirateur de Parizeau. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes d'État au Québec. Même un gars comme Parizeau, à un moment donné, quand il a créé Québec Inc., quand ils ont développé des bourgeois canadiens, des bourgeois québécois, mais aujourd'hui, aussitôt que ces gens-là ont eu de l'argent, ils ont tous changé d'idée, ils sont tous fédéraux à l'os, sauf quelques-uns, comme le gars des caisses populaires, là. Hein? Claude Bélan, mais tout le reste, c'est même Parizeau, à un moment donné, qui a essayé d'aider Paul Desmarais à se développer. Paul Desmarais, il est allé chier sur le perron de Parizeau par après. T'sais. Donc, tu as toute une classe sociale qui profite de ça. Puis qui, comme Jean Charest, il profite de sa situation. Puis ces gens-là, ils font la sale job de démanteler l'État québécois, puis démanteler la caisse de dépôt, puis démanteler tout ce qu'on a fait. Ils font leur bacon là-dessus. C'est des 2 chumes. S'il fallait 3 chumes, ils en mettraient 3. Ils profitent de ça. Puis c'est les... Bon, c'est ça. Donc, j'ai mal répondu à ta question, mais c'est ça. Mais des fois, c'est ça, la bourgeoisie, c'est ça, c'est même pas une bourgeoisie québécoise, c'est une bourgeoisie, une fraction de la bourgeoisie canadienne. Mais ils parlent français. Mais ils sont probablement nos pires ennemis. Si Parizeau n'avait pas démissionné dans les jours qui ont suivi, qu'est-ce qu'il avait dit? OK, on reconnaît le résultat du vote. Maintenant, messieurs, à Ottawa, la balle est dans votre camp. Mettez vos propositions sur la table. L'année prochaine, on se réunit. Ah, tabarnak! Il a été fait de l'autre bord, hein? Tout ce qu'ils ont à donner, tout ce qu'ils ont donné par après, c'est des casquettes, des balles de golf, des foulards, des ballons, puis des cartes de Noël, puis des... Rien! Ils n'ont rien à nous offrir. Ils n'ont jamais rien. Puis ça aussi, on a vécu ça comme une défaite. Puis t'as leur petit bâtard avec les 2 pieds en même bottine, il y a juste une bottine d'ailleurs. C'est que lui, on a perdu. Il attendait les conditions gagnantes. Ça vient d'où? Comme des caves, c'est bon. Là, on vit encore là-dessus. On vit sur notre défaite. Il n'y avait pas de défaite. Puis des fois, en politique, il y a des défaites qui sont des victoires. Ça, tu fais le moindrement de l'histoire, si
Tu l'apprends, c'est pas bien compliqué. Tu sais, en Algérie, la guerre d'indépendance, le FNL, il est battu en plate couture par l'armée française. Ils sont battus, puis ils font l'indépendance pareil. C'est une défaite transformée en victoire. L'insurrection de Pâques en Irlande, c'est une défaite totale. Les Irlandais, ils mangent la claque. Ils se font tuer, ils se font fusiller. Ça s'est foiré. 3-4 ans plus tard, bang! La lutte repart, ils font l'indépendance. Les victoires et les défaites, c'est dans la tête. Mais nous, on écoute toujours ce que dit André Pratt. Et bon, on lit ça, puis Radio-Canada reprend ça, puis tout le monde reprend ça. Les Québécois, on s'est dit. Tu sais, on a voté oui à 60%. Mais il y a des problèmes dans notre gang de tous les bâtards de Québec, les bâtards de la Beauce, à qui il va falloir régler le compte un jour. Puis il y a aussi, puis tu as aussi tout le 20% qui vote contre. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Tu sais, moi, des fois, je me suis retrouvé dans des soirées là, avec des gens, des partitionnistes, qui étaient par hasard des gens du B'nai et du Congrès juif canadien. Moi, des fois, quand je parle avec eux autres, je dis, moi, là, moi, je n'ai rien à foutre que tu aies un petit peu plus de peau sur la graine que moi. C'est pas ça le problème. Moi, ce que je prends pas, c'est ni votre origine ethnique, ni rien. C'est les positions politiques de votre communauté, câlisse. Tu sais, c'est anormal. Les Juifs, ils s'en sont donné un État. Pourquoi c'est pas bon pour nous autres? Tu sais, venez m'expliquer ça. Puis, gars, tu lui dis, si vous étiez pas trop tard, tu sais, t'avais toujours peur, là. On va passer pour le beau émissaire. Regarde le tata. Si vous mettiez vos œufs dans 2 paniers, hein, d'un coup qu'on gagne, de l'envoi la foi, là, si, ça vous est jamais venu à l'idée? Et pourquoi vous voulez pas jaser avec nous autres? Vous avez peur? Tu sais, des fois, c'est... Moi, là, je tête personne. Mais on peut se parler. Puis se parler au-delà de la gentillesse que les intérêts. De dire, vos communautés, tu sais, on va gagner. Mais tout aussi bien d'avoir quelques-uns de notre part, on va gagner. À votre place, je ferai attention. C'est comme ça que en Algérie, ils ont marché. Le FNL, il y a avoir chaque communauté, il dit, bon, là, les Espagnols, vous êtes de quel bord? Faites ça vite. Faites votre pigosse. Ils sont allés voir les Maltais. Vous êtes à qui, vous autres, avec les Français ou avec les Algériens? Grouillez-vous. Nous autres, ici, on se met à genoux, on va danser des danses grecques le dimanche matin. On mange des souvlaki. Calvaire.